Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter des annales, en particulier un exercice tiré d'une annale 2019 du baccalauréat. Donc c'était l'ancien baccalauréat filière S. Je commence à vous montrer le texte de l'exercice. Il s'agit d'un exercice qui m'intéresse particulièrement parce qu'il mélange donc des aspects fonctionnels et également tiré du chapitre des suites. Donc c'est un peu un mélange fonction-suite et il m'intéresse en particulier parce que il contient des techniques qui sont plutôt classiques des examens du baccalauréat, même si toutefois on ne les a pas forcément vues au programme parce qu'elles font partie en général de ces compétences qui se développent en fin de chapitre. Donc c'est un peu des exercices qu'on dirait d'approfondissement. En particulier, vous le voyez, le texte de l'exercice commence par parler donc d'une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,4 par l'expression qui se trouve juste ici. Et ensuite, on démarre et vous le voyez, la partie A donc commence à partir d'une suite. Alors donc, nous allons nous occuper de cet exercice et je vous invite à essayer de le faire avant d'arriver à cette vidéo. Et pour cela, je vous renvoie dans la description de cette vidéo dans laquelle vous allez trouver le lien vers la page des annales de la APMEP, c'est-à-dire l'association des professeurs de mathématiques. Je vous la conseille chaleureusement en général. Vous y trouverez également des corrections. Tout est très bien rédigé, tout est très clair. Et donc, je vous encourage à le faire. Donc, il s'agit du baccalauréat 2019. Attendez, je vous l'écris comme ça, c'est bien clair. Donc, il s'agit bien du baccalauréat 2019, c'est donc l'ancienne filière S, et il s'agit de métropole, Réunion, la Réunion bien sûr, et il s'agit de septembre. C'est important parce que du coup il y a deux sujets, un pour juin et un pour septembre. Donc c'est septembre 2019. Et voilà, sur ce, nous pouvons maintenant commencer cet exercice. Donc on commence par cette fonction, 2 plus 3x divisé par 4 plus x, et on commence à définir une suite, et ça c'est très particulier. Donc on va définir une suite d'une manière un peu nouvelle, on va dire. On va donner une valeur initiale qui s'appelle u0, et ensuite on va dire que un plus 1, donc la valeur suivante, elle est définie comme l'image de un, donc la valeur précédente. On admet que cette suite est bien définie, très bien, et donc on commence par la première question, on va y aller doucement, calculer u1, très bien. Alors déjà, je vais me donner un peu d'espace. On a cette fonction, donc, c'est f de x, qui est donc, on l'a compris, égal à 2 plus 3x, le tout divisé par 4 plus x. Très bien. On sait également que un plus 1 est égal à f de un. Et on sait également que u0, donc le premier élément de cette suite, c'est juste simplement égal à 3. Voilà, avec ces informations-là, on va essayer maintenant de répondre à la première question. Voilà, je vais donc les garder juste ici pour le moment. Voilà. Donc, première question, calculer U1. Alors, pour calculer U1, donc, on va effectuer tout simplement la définition de la suite, donc f de U0. Pour calculer f de U0, donc, je vais calculer U1 égale 2 plus 3 fois, du coup, 3, c'est-à-dire la valeur de U0. Donc là, pour que ce soit clair, je vous le mets bien en évidence. Le tout divisé par 4 plus 3. 3 étant toujours cette fameuse valeur U0. Voilà, j'effectue le calcul. Et nous avons donc comme résultat 2 plus 9, le tout divisé par 4 plus 3, 7. 2 plus 9, ça fait 11. Donc ici, nous avons 11 septièmes. Voilà, donc ça c'était la valeur U1. On a déjà terminé, vous voyez, c'est des points plutôt faciles au début, comme d'habitude dans les sujets du baccalauréat. C'est plutôt agréable. Peut-être que cette information sera utile pour la suite, on ne sait pas trop, on verra. En général, sachez que les questions ne sont jamais indépendantes. Souvent, il y a tout un lien à trouver dans les exercices pour ce genre d'exercice du baccalauréat. Mais bon, revenons à la question 2. Donc on a fait la 1. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,4. 0,4, très bien. Alors, quand on parle de croissance, la première chose que j'ai envie de faire, évidemment, c'est de dériver cette fonction. Alors déjà, on considère x, ma variable, appartenant à l'intervalle 0,4, parce que on a dit, on se trouve dans cet intervalle-là à travailler. Et du coup, qui dit croissance dit signe de la dérivée première, et donc je vais commencer par dériver.
Alors pour dériver, je prends ma belle fonction et hop, j'applique la règle de dérivation suivante. Alors déjà, je vais me l'écrire un instant. Je vous rappelle que la fonction c'était 2 plus 3x, le tout divisé par 4 plus x. Voilà. Et maintenant, quand je veux dériver ça, je vous rappelle que je peux me servir de la formule suivante. Si j'ai la dérivée d'un rapport u de x divisé par v de x, et que je dérive cela, donc, j'obtiens u' de x v de x, moins v' de x, u de x, le tout divisé par v de x, entièrement élevé au carré. Donc, j'applique cette formule dans mon cas particulier, et j'ai donc égal la dérivée du numérateur, donc c'est juste 3, fois 4 plus x. À ceci, je dois soustraire donc la dérivée du dénominateur, qui est juste 1, fois le numérateur 2 plus 3x. Et voilà, tout cela évidemment est divisé par 4 plus x, le tout au carré. Voilà. On va effectuer les produits. Là, j'ai 3 fois 4, 12, plus 3x, moins 2, moins 3x. N'oubliez pas le deuxième moins. Et hop, le tout est divisé par 4 plus x, le tout au carré. J'effectue les opérations qui restent à faire. 12 moins 2, ça fait 10. Et là, joie parmi toutes les joies, 3x et moins 3x, évidemment, peuvent se simplifier. C'est une soustraction, c'est parfait. 10, donc, le résultat final, divisé par 4 plus x. Le tout au carré. Voilà, c'est une petite dérivée, c'est plutôt agréable, tout marche bien. Mais surtout, je peux remarquer que, or, on sait que 10 est strictement positif et que 4 plus x au carré est strictement également positif. Alors, pourquoi strictement ? Parce que, évidemment, la seule valeur pour laquelle cela s'annulerait, ce serait pour x égale à moins 4. Mais je suis sur l'intervalle 0,4, donc il n'y a absolument aucun problème. Et donc là, je vais juste rajouter pour tout x appartenant à 0,4. Conclusion de cette partie, je change de couleur pour bien la marquer. On a déduit f' de x est strictement positif comme dérivée, et donc que f est strictement croissante sur 0,4. Ça, c'est donc la fin de la question, c'est ce qu'on m'avait demandé. Je vous l'affiche actuellement à l'écran. J'espère que c'est clair pour vous. Très bien, on passe à la question suivante. Et là, on a défini une suite, donc à un moment donné, il va falloir l'utiliser. Et regardez un peu qu'est-ce qu'on nous demande. Là, je suis en train d'assurer la partie qui nous intéresse. On nous dit, montrer que pour tout entier naturel n, on a cette inégalité. Alors, premièrement, on remarque que dans cette question-là, on nous a dit montrer que pour tout entier naturel n. Autrement dit, il doit y avoir une petite alarme qui sonne. Il faut faire une récurrence. Et en effet, il faut démontrer cette propriété-là pour tout entier naturel n. Mais comment on va bien pouvoir faire? Et surtout, mais quel est le lien du coup avec les deux questions précédentes? Alors, vous allez voir ça va peut-être vous surprendre, mais c'est très intéressant. Et en fait, cet exercice-là, ce type de question est finalement relativement classique. Donc, on va commencer par nous écrire donc la question 3. On veut démontrer par récurrence la propriété, et là j'écris donc la propriété que je veux démontrer, P de n, et là il s'agissait bien de 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 3. Donc c'est même pas une triple, c'est une quadruple inégalité, mais n, elle n'est pas effrayante du tout, bien sûr, on est prêt. Et cette propriété-là, bien sûr, on va la démontrer par récurrence, on l'a déjà déclaré. Donc on commence comme d'habitude par l'initialisation. On a dit qu'on veut le prouver pour tout entier naturel n, donc évidemment l'initialisation va se faire pour n égale à 0. Je vérifie donc la propriété P de n au rang initial, c'est-à-dire
n égale à 0. Alors, pour n égale à 0, ça donne quoi? Eh bien, ça donne P de 0, ça fait 1 inférieur ou égal à U0 plus 1, c'est-à-dire U1, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 3. Alors là, on va remplacer du coup les valeurs que l'on a déjà calculées, hein, parce que je vous rappelle qu'on a déjà calculé U0 et U1, et donc ça faisait, ça c'était 11 septième, qui est bien supérieur ou égal à 1, et qui est bien inférieur ou égal à 3, parce que ça c'est la valeur de U0, et 3 évidemment c'est inférieur ou égal à 3, donc ça marche. Tout est bien qui finit bien. La propriété P de 0 est bien vérifiée. Ce qui est super, bien sûr. Ce qui est super. 2. Donc, l'hérédité. Alors là, il va falloir sortir un peu de ingéniosité. Hérédité, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez vu, dans l'initialisation, j'ai exploité donc la question 1. Peut-être que dans l'hérédité, il va falloir que j'exploite cette fameuse croissance que j'ai obtenue. Je vous rappelle, donc ça c'est juste un rappel, je vais vous l'écrire dans une autre couleur pour bien vous faire remarquer que c'est un rappel. Eh bien, je vous rappelle, on sait que une fonction est croissante quand... Alors, si vous avez deux réels x et y situés de cette manière-là, x inférieur à y, d'ailleurs on peut mettre inférieur ou égal, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. Ok? Ça, c'est le rappel de la définition de croissance. Et vous allez voir, ça va jouer un rôle important. Parce que nous, on sait que cette fonction, elle est croissante. Alors maintenant, on va juste écrire, on va procéder comme d'habitude, hein, avec la récurrence, il n'y a absolument rien de nouveau ici. Et donc, on va procéder, hein, comme d'habitude, on va juste rappeler que on suppose, par hypothèse de récurrence, d'avoir démontré la propriété au rang n, et on va essayer de la montrer au rang n plus 1. C'est le classique. Alors du coup, qu'est-ce que c'est mon hypothèse de récurrence ici? Quelle est mon hypothèse de récurrence ici? Donc on suppose que on sait par hypothèse de récurrence que la propriété vraie, du coup, c'est 1 inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à 3. D'accord? Et je vous rappelle également que mon but, je vais me l'écrire juste à côté, mon objectif ici, c'est de montrer la propriété au rang suivant, donc P de n plus 1, et bien c'est qui alors? C'est 1 inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3. Ok? Mais regardez attentivement les choses que nous avons écrites ici. J'ai un plus 2 et là j'ai un plus 1. Comment on obtient ces deux valeurs? Alors, on a dit que la suite, elle est toujours de la forme un plus 1 égale à f de un. Donc en fait, la chose que je viens d'écrire ici, eh ben, c'est justement l'identité de un plus 1. Donc un plus 1, c'est f de un. Et par conséquent, bien sûr, hein, un plus 2, bah, ça doit être f de un plus 1. Donc en fait, là, j'ai l'image de un plus 1. Donc ces deux images, l'une à l'autre, comparées, bah, l'une avec l'autre. Et ensuite, il y a 1 et 3. Mais alors, j'ai cette idée-là de me dire, par croissance de la fonction f, comme f est croissante,
j'applique f au terme de l'inégalité et cela ne changera pas les inégalités. Alors, petite pause, pourquoi l'application de f aux 4 termes, donc je parle bien de lui, de lui, de lui et de lui, pourquoi cette application de f, que je vais faire tout de suite, ça ne va pas changer, rien du tout, à l'inégalité? Eh bien, tout est dû à ce rappel-là. Qu'est-ce que l'on savait, nous? On savait que quand une fonction est croissante, eh bien, quand j'ai une inégalité de la forme x inférieur ou égal à y, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. Et ça, c'est vrai, quelles qu'elles soient les valeurs de x et de y. Donc, en particulier, si j'applique f à toute cette longue liste d'inégalités, eh ben, elles vont être maintenues même avec l'application de f. Et ça, c'est absolument génial. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, je sais que, alors déjà, f de 1 est inférieur ou égal à f de un plus 1 inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 3. Et comme par hasard, je connais déjà 3 de parmi toutes ces belles valeurs. En fait, je sais que par définition, f de 3, bah, je l'ai calculé tout à l'heure, hein, je vous rappelle que ça c'était U1. Donc ça c'est 11 septièmes, bah, donc je le réécris. Ça c'est donc supérieur ou égal à UN plus 1, qui est la définition de UN plus 1, c'est f de UN, qui est inférieur ou égal à évidemment UN plus 2, ça on l'avait déjà remarqué juste il y a une seconde, et ça c'est inférieur ou égal à, et là c'est la seule valeur où je fais un calcul, hein, l'image de 1 par la fonction. Alors la fonction, je vous rappelle, c'était 4 plus x, donc c'est 4 plus 1, et au numérateur c'était 2 plus 3 fois 1, et bien comme par hasard, je suis tombé sur quoi? Eh bien je le réécris, je suis retombé sur 1 inférieur ou égal à UN plus 2, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 11 septièmes. Mais 11 septièmes, évidemment, je peux toujours dire que 11 septièmes est plus petit ou égal que 3. Donc là, je peux conclure, d'où 1 inférieur ou égal à UN plus 2, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 11 septièmes, inférieur ou égal à 3. Et là, tout ce que j'ai à faire pour conclure, c'est donc de lire... Oups. C'est donc de lire cette longue inégalité. Et évidemment, je vais couper de cette inégalité-là, cette partie-là, parce que je n'en ai pas besoin. Et parce que bien sûr, elle reste également vraie. Donc, désolé pour cette écriture-là, je l'efface tout de suite. Et je termine par 1 inférieur ou égal à UN plus 2, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire la propriété au rang P au rang N plus 1. Conclusion, la propriété P de N est initialisée et héréditaire. Point. Alors, grâce au principe de récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant aux entiers naturels. Ce qui termine ma récurrence. Alors, je vous laisse le temps de revenir dessus si quelque chose n'est pas clair. En fait, on a exploité la croissance de la fonction qu'on avait démontrée auparavant. Et encore une fois, rappelez-vous, la croissance d'une fonction, on va l'exploiter une fois qu'on l'a démontrée parce que justement, le sens de l'ordre des questions était celui-là. Il nous a fait montrer que la fonction était croissante justement afin de pouvoir faire ceci. Ok,
Revenons du coup à notre prochaine question. Voilà, on est là. On nous dit montrer que la suite UN, elle est convergente. Vraiment, je vous promets, cette question-là, elle est hyper facile. On va la faire tout de suite, elle est très rapide. On veut montrer que la suite, elle est convergente. On vient de montrer une quadruple inégalité. Attention. Donc, peut-être qu'il y a un lien. Donc, ça, c'est la question 4A. On veut montrer que la suite, elle est convergente. Or, on sait deux choses. On sait que pour tout n appartenant à grand N, 1 est inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 3. Mais vous le savez, dans les inégalités, on peut faire des choix. Et bah du coup, moi, je peux par exemple juste lire que 1 est inférieur ou égal à UN, qui est inférieur ou égal à 3. Donc là, je peux remarquer 1 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 3. Et ça, c'est vrai pour tout n. Donc, tous les éléments de UN sont compris entre 1 et 3. Donc, UN, la suite, est bornée. Je vous rappelle, bornée, ça veut dire majoré et minoré. Mais il y a autre chose. En réalisant toujours la même inégalité, je peux lire cette partie-là maintenant. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que cette suite-là, elle est telle que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et comment on dit ça en termes en français Donc, UN est le terme successif, il est inférieur ou égal à UN. Donc, c'est ce qu'on dit que décroissant. Donc, la suite, elle est décroissante. Très bien. Donc, on a une suite bornée. Et je vous rappelle que bornée, ça veut dire majorée et minorée. Donc, elle est en particulier minorée. Et elle est décroissante. Mais ça veut dire quoi? Alors, par le théorème de convergence des suites monotones, la suite UN est convergente. Donc maintenant, on sait qu'elle est convergente. C'est certain. Et vous voyez, ça nous a pris rien du tout en fait. Cette question, elle est très rapide. Donc je prépare la question 4B. Je vais la lire tout de suite. Alors, question 4B. On appelle L la limite de la suite UN. Montrer l'égalité L égale 2 plus 3L divisé par 4 plus L. Intéressant. Tiens, c'est marrant d'ailleurs. Ça, on dirait bien que ce soit f de L. Parce que oui, notre fonction f de x, c'est bien, on l'a vu déjà, 2 plus 3x, le tout divisé par 4 plus x. Donc en fait, là, ce que j'ai écrit, c'est bien f de L. Je rajoute ça. D'accord? C'est cette fonction calculée en L. Donc là, je peux effacer. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En fait, il nous demande, avec la question 4b, on veut montrer que L est égal à f de L. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait? Par la question précédente, on sait que la limite de la suite UN, elle est, je ne sais pas combien, mais c'est quelque chose, parce que je sais qu'elle est convergente. Je vous rappelle que c'est la fin de la question précédente. On a conclu tout à l'heure en disant UN est convergente. Convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite finie. Donc j'écris que la limite de UN, c'est égal à L. D'accord? Mais c'est qui du coup f de L? Alors si UN, terme générique de la suite, converge vers L, on sait aussi que la limite pour n qui tend vers plus l'infini de un plus 1, ça doit être égal à qui à votre avis? Si c'est la même suite en fait. Donc prendre le terme UN ou le terme UN plus 1, ou le terme UN plus 2 d'ailleurs, ne change rien du tout. Et ça doit être du coup, je n'ai pas trop le choix, de nouveau L.
Mais regardons mieux cette limite, là en particulier. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Alors moi, je sais que un plus 1, en fait, c'est également ce que j'ai appelé f de un. Donc là, je suis toujours en train de réécrire la même chose. On est bien d'accord. Et encore, je peux réécrire que f de un, c'est qui? Bah, on le sait, hein. C'est 2 plus 3 un, le tout divisé par 4 plus un. Mais maintenant, vous connaissez les règles des limites. Et vous savez que là, dans ce terme-là, vous avez bien des quotients, des sommes et des multiplications des limites. Donc, on sait que par somme produit et quotient de limite, on a que la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 2 plus 3 un divisé par 4 plus un, eh ben, c'est évidemment égal à 2 plus 3 L divisé par 4 plus L. Mais ça, c'est parce que j'ai remplacé un par L, grâce encore une fois à la première limite que j'ai écrite, c'est-à-dire la limite verte, juste là. Ok? Cette limite-là, encore une fois, pourquoi je suis certain que c'est le cas, hein, c'est grâce à la réponse de la question précédente. Donc en fait, là, je l'ai juste exploité. J'ai juste remplacé cette limite-là dans cette limite-là. D'accord? À la place de un, et du coup, j'ai écrit ça. Mais moi, dans la ligne précédente, je savais déjà que ça, c'était également égal à L. Et là, regardez un peu qu'est-ce que j'ai obtenu juste ici, dans cette égalité-là. C'est l'égalité qu'il me demandait. D'accord? Donc là, je peux conclure. D'où l'égalité. Demandée. C'est super. On s'approche de la fin. Quelle est donc la question 4C maintenant? Alors, lisons-la. Déterminer la valeur de la limite L. Eh bien oui, parce que qu'est-ce que nous avons obtenu? En fait, quand vous réécrivez 2 plus 3L divisé par 4 plus L égale à L, ça c'est quoi? C'est une équation dans laquelle je peux voir L comme une inconnue. Et donc on va juste dire que l'on va résoudre cela. Et comment on fait pour résoudre? De la manière la plus classique possible. On sait que 4 plus L est différent de 0. Je vous rappelle que ça, on le sait parce qu'on sait que l'on travaille toujours dans l'intervalle 0,4 et que donc c'est impossible pour 4 plus L d'être égal à 0. Donc, on peut passer 4 plus L de l'autre côté, ça fait 2 plus 3L égale à L qui multiplie 4 plus L. Et donc là, je vais simplement effectuer les calculs. Et ça, vous allez voir, on va obtenir un polynôme de degré 2. Et oui, en effet, ça fait 2 plus 3L égale 4L plus L au carré. Hein, vous voyez là le carré. Et donc, je vais dire... Alors, je vais tout porter à droite. Donc, ça va être 0 égale L au carré plus 4L moins 3L plus 2. Excusez-moi, moins 2, hein, attention au signe, ne faites pas mon erreur, hein, c'est bien moins parce que j'ai porté ça de l'autre côté, moins 2, voilà. Et 4L moins 3L, évidemment, ça fait L tout simplement. Eh bien, pour terminer, du coup, je vais résoudre cette équation de degré 2. Et bien sûr, ça c'est un grand classique, on fait le discriminant pour commencer. Ça fait b au carré, donc ça fait 1 moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut moins 2. Donc là, je trouve bien la valeur 9. Et donc les deux racines vont être x1, ça fait moins b, donc ça fait moins 1, plus la racine carrée de 9, c'est 3. Le tout divisé par 2, alors là ça fait du coup 2 divisé par 2, ça fait 1. Et l'autre,
ça va être moins 1, moins 3, le tout divisé par 2, donc ça fait moins 4 sur 2, ça fait donc moins 2. Mais nous, on sait que L doit appartenir à l'intervalle 0, 4, hein, je vous rappelle, ça c'était l'intervalle de définition de la fonction. Et du coup, je dois forcément exclure une des deux racines. Je sais que la seule possible, ça va être x1 égale à 1. Parce que celle-là, x égale à moins 2, bah, elle est à l'extérieur de mon intervalle. Donc ça veut dire que on en déduit que L est égale à 1. Et que donc, la limite pour une n qui tend vers plus l'infini de un, eh bien, c'est la valeur 1. Ce qui termine la partie A de notre exercice. On va maintenant lire la partie B. On considère la suite Vn, définie par V0 égale à 0,1, et pour tout entier naturel, de nouveau, Vn plus 1 égale à f de Vn. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez bien la suite Vn dont on parle dans cette partie de l'exercice, eh bien, c'est une autre suite, sinon elle s'appellerait toujours un. Mais par contre, ce qui ne change pas, c'est la manière de la définir. Donc, c'est toujours Vn plus 1 qui est égal à f de Vn. Alors, la chose intéressante, du coup, c'est que la chose qui a bougé par rapport à un, c'est que là où pour un était tel que u0, je vous le rappelle, c'était égal à 3, eh bien là, cette fois-ci, on a que V0 est égal à 0,1. Et ceci va avoir des effets, des changements. Ça va être une autre suite que nous allons donc étudier. En particulier, lisons la question 1 maintenant. On donne un annexe à rendre avec la copie. Donc ici, je vous l'ai reproduit juste en dessous. Vous voyez l'image en bas de l'écran. La courbe représentative CF de la fonction f et la droite D d'équation y égale à x. Attention, y égale à x, c'est donc, je vous le rappelle, la droite diagonale qui se trouve en noir dans les dessins juste en bas. Et donc la question c'est placer sur l'axe des abscisses par construction géométrique les termes V1, V2, V3. Et ceci bien sûr sur l'annexe. Quelle conjecture peut-on formuler sur le sens de variation et le comportement de la suite Vn quand n tend vers l'infini? Alors, on va essayer de répondre maintenant à cette question. Alors, je vous rappelle ici les données que nous avons à notre disposition. On sait que V0 est égal à 0,1. Et donc, on se pose la question, quelle est la valeur de V1, quelle est la valeur de V2 et quelle est la valeur de V3? Et ceci est afin de pouvoir faire une conjecture sur le sens des variations. Je vous rappelle, bien sûr, également que on a la courbe de la fonction f et la droite. Je vous rappelle que cette droite-là, je vais le faire en noir, c'est la droite y égale à x. C'est important, très important. Et ce que l'on sait, c'est qu'on veut donc voir sur les abscisses les valeurs de V0, V1, V2 et V3. Permettez-moi juste de glisser un tout petit peu. Alors, V0, je vais donc me le noter en rouge, c'est cette valeur ici. Voilà, le point rouge que je viens de marquer. Quelle est donc déjà la valeur V1? Je vous rappelle que V1, par définition, c'est f de V0. Alors, f de V0, c'est facile à trouver. Je vais juste prendre 0,1, projeter. C'est pas grave si vous n'êtes pas précis, vraiment, il n'y a aucun problème. Et j'arrive approximativement à ce point-là. Alors, ce point-là, du coup, ça me dit que l'ordonnée de ce point, ce sera f de 0,1. Et donc, cette ordonnée, donc c'est approximativement 0,55, on va dire, il s'agit de la valeur V1. Mais on a dit qu'on doit, nous, le voir, le retrouver sur l'axe des abscisses. Alors là, on voit clairement qu'il s'agit du point sur les ordonnées que nous avons trouvées. Alors, comment passer des ordonnées aux abscisses? Eh bien, il doit y avoir une raison pour laquelle on a la droite y égale à x. Parce que cette droite-là, elle est la droite telle que les ordonnées sont égales aux abscisses. Donc ça veut dire que si, maintenant, je change de couleur et je reprends mon petit point, là, avec la hauteur f de 0,1, je peux le projeter vers la droite, en étant parallèle avec l'axe des abscisses. Je trouve ce point orange sur la droite, et là, je peux redescendre à la verticale, précisément, parce que je suis en train de, vous voyez, retomber sur exactement la même hauteur que là où j'ai marqué f de 0,1, mais sur l'axe des abscisses. Alors pourquoi ceci est très très pratique? Eh bien parce que
Maintenant, déjà, j'ai placé V1, c'est celui-là. Pour que ce soit bien clair, je vais vous le faire avec le même code couleur juste ici, vous voyez en vert. Donc ça, c'est V1. On avait déjà trouvé V2, 0. Et maintenant, on va continuer, on va trouver V2 et V3 avec la même technique. Donc on va commencer à partir de V1 maintenant qui est sous les abscisses. Je vais toujours prolonger vers CF jusqu'à du coup tomber sur ce point-là. Voilà, ça c'est le nouveau point. Donc ça, son ordonnée qui se trouve ici, on va dire que c'est approximativement 0,8. Cette ordonnée-là, du coup, c'est bien sûr f de V1. Alors, f de V1, évidemment, c'est V2. Donc là, j'ai trouvé V2. Mais où le voir sous l'axe des abscisses, encore une fois, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Je vais de nouveau effectuer le même procédé que tout à l'heure. Donc, je vais le prolonger ici. Excusez-moi, petite faute d'écriture. Je vais le reprolonger à l'horizontale. J'arrive à ce point-là sur la droite, x égale à y, ou y égale à x, c'est la même chose. Et là, encore un petit changement de couleur, je vais redescendre à la verticale, bien sûr. Et je vais retomber approximativement toujours, on l'a dit, sur du 0,8. Alors c'est un peu plus, mais c'est pas grave. On va dire que c'est 0,81, mais ce n'est absolument pas grave. Et donc là, évidemment, j'ai trouvé V2, donc F de V1. Et pour le marquer de façon chromatique, on va le mettre en bleu et on va le mettre donc ici. J'espère que vous suivez toujours. Il ne me reste plus que tracer le dernier point. Alors la technique est toujours la même, je pars de l'axe abscisse, je remonte, j'arrive jusqu'à la courbe CF, hop, j'ai trouvé la valeur grâce du coup au point sur la droite CF, sous la courbe représentative, et ensuite je vais prolonger de nouveau bien sûr, jusqu'à croiser ici l'axe des ordonnées. Je vais écrire donc que ça c'est F de V2, clairement bien sûr. Et ensuite, je vais le retrouver sous les abscisses, toujours avec la même technique. Et donc, je le croise ici et je redescends pour tomber précisément sur la valeur correspondante. Alors, encore une fois, le code couleur pour que ce soit toujours clair pour tous. Ça va être un vert, j'ai déjà utilisé, on va dire rose. Rose, donc, c'est V3. V3 se trouve ici. Voilà donc ce que nous avons obtenu. Alors, comment on va interpréter cela? Eh bien, je vais vous faire remarquer que si maintenant on regarde l'évolution ici sur l'axe des abscisses des points de cette suite, on commence par ici c'est V0, ensuite on va passer à V1, ensuite on va passer à V2, ensuite on va passer à V3. C'est pas grave si on ne connaît pas les valeurs. Maintenant, la question c'est d'effectuer une conjecture. Alors pour moi, la conjecture elle est très rapide à faire. La question c'était la question 1. On conjecture que la suite Vn est croissante. Et je pense qu'il n'y a pas trop de doute. On voit bien que les valeurs sont croissantes l'une avec l'autre. Pour ces 4 premières valeurs, on est en train de grandir, on est en train d'aller vers la droite. Voilà, un dernier commentaire que je tiens vraiment à faire, c'est ici par rapport à cette technique que nous avons mis en place. Peut-être que vous avez remarqué que finalement, le chemin que j'ai suivi dans ce dessin pourrait se résumer à ceci. Regardez en jaune. Je suis cette trajectoire au final. Une fois que j'arrive au premier point, je vais rester dans le sorte de couloir, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui se forme entre les droites, donc y égale à x, et la courbe représentative. Vous voyez bien que ici, je suis en fait en train de concrètement faire ce chemin-là. Une flèche, une flèche, une flèche, une flèche, une flèche, et encore une flèche. C'est ce cheminement-là, finalement, c'est ce chemin, ce parcours que je suis en train de suivre. Eh bien, ceci, ce n'est pas un hasard du destin, c'est dans cette typologie d'exercice, vous le verrez, ça arrive très souvent. Mais voilà, j'espère avoir été clair dans la construction donc, de ces points. D'ailleurs, ici, dans mon schéma, il manquait que ça, c'est F de V2, excusez-moi. Mais voilà, j'espère que ça reste assez clair. Je trouve ça graphiquement très intéressant. Je vous promets quand même qu'on va faire d'autres exercices de ce même type. C'est très important de s'entraîner là-dessus.
Mais bon, revenons un peu à notre exercice et à son texte. On a répondu on a conjecturé le sens de variation, mais on doit aussi conjecturer le comportement de la suite Vn quand n tend vers l'infini. Eh bien, c'est une excellente question. Regardez du coup le chemin que nous avons fait jusque-là. On suit les flèches orange, bien entendu. Mais du coup, si on a compris que ceci est le chemin des premiers termes, imaginons juste de poursuivre encore et encore et encore. Regardez, il y a un point, on va devoir s'arrêter. En effet, quand on arrive justement à ce point-là, le point de croisement entre la droite y égale à x et la fonction elle-même, eh bien on voit bien que ceci a lieu à x égale à 1, donc ça veut dire aussi que y est égal à 1, et ceci on dirait être donc le comportement à l'infini de notre suite. Bien sûr, on le voit également avec les valeurs, on voit que les écarts entre V0, V1, V1 et V2, V2, V3 vont toujours en se répétissant, ce qui me montre que probablement la suite est en train de se stabiliser vers une valeur limite. Alors, ce que l'on va donc conjecturer, c'est que cette suite est donc croissante, mais on conjecture aussi que quand on parle du comportement à l'infini, ça veut dire que en fait, c'est la limite. Et donc là, on va conjecturer, on n'est pas sûr, mais qu'on va conjecturer quand même que la limite pour n qui tend vers plus l'infini de la suite Vn est bien égale à 1. Donc ça, c'était les deux conjectures demandées. Excusez-moi, j'avais oublié de lire jusqu'au bout la question. Donc là, on a terminé. On passe à la question 2a. Alors 2a, on va lire du coup cette question. Montrer que pour tout entier naturel n, nous avons cette bizarre égalité. Alors, je vais vous la recopier. Il s'agit de montrer cela. On va montrer que 1 moins Vn plus 1 est bien égal à 1 moins Vn, c'est très étrange, n'est-ce pas, fois 2 divisé par 4 plus. Alors là, j'ai un doute de mémoire, mais je crois bien que ce soit Vn, effectivement. Vn. Voilà, ceci est ce que nous nous proposons de démontrer. Donc là, pour le moment, je pourrais bien marquer là-dessus que ça, j'en suis pas certain. Mais bien sûr, c'est marqué dans l'exercice, donc oui, c'est vrai. Maintenant, on va juste essayer de montrer que c'est le cas. Donc je vais garder ceci ici juste pour avoir un guide dans l'exercice. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué au final. Parce que nous connaissons finalement qu'est-ce que ça vaut Vn plus 1, n'est-ce pas? Nous savons que ça, c'est f de Vn. Donc ça, c'est certainement la valeur de Vn plus 1. D'accord? Et on sait que donc ceci, on l'a dit au début, c'était Vn plus 1 qui est égal à ça. Mais c'est qui f de Vn? Alors c'est égal à, du coup, 2 plus 3 fois Vn, le tout divisé par 4 plus Vn. Donc maintenant, on va juste faire ce calcul et montrer que la quantité que j'ai ici en vert est exactement la même que celle que j'ai ici, toujours en vert. Donc vous allez voir, ça va être juste une réécriture. Déjà, j'écris le dénominateur commun qui est 4 plus Vn. Et là, j'écris du coup 4 plus Vn moins, parenthèse, n'oubliez pas cette parenthèse parce que sinon le calcul ne va pas bien aboutir, 2 plus 3 Vn. Ceci est de nouveau égal à 4 plus Vn moins 2 moins 3 Vn. Le tout divisé par 4 plus Vn. Et alors là, il se vérifie un truc miraculeux, c'est que 4 moins 2, ça fait 2, Vn moins 3 Vn, ça fait moins 2 Vn, le tout divisé par 4 plus Vn. Et là, on voit clairement qu'il y a 2 et 2, donc je peux les mettre un facteur commun, et donc écrire 2 qui multiplie 1 moins Vn, ce qui m'intéressait, bien sûr, le tout divisé par 4 plus Vn, et là, on a bientôt terminé. Il suffit juste de réécrire ceci pour tomber sur égal égal. « 2 sur 4 plus Vn qui multiplie 1 moins Vn. » C'est juste une réécriture, mais il s'agit de la même chose parce que je vous rappelle que les multiplications ne se font effectivement que entre les deux numérateurs. Donc maintenant, si on lit le début ici et la fin de mon calcul, vous remarquez bien que je tombe absolument sur la même expression que celle demandée dans le texte de l'exercice. Voilà, je pense que c'était tout dans cette question. On a juste rédigé le calcul. Ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller au-delà de ceci, même si évidemment une petite phrase du type
on effectue le calcul. Ça peut toujours être joli au début de l'exercice. Et après, comme conclusion, excusez-moi, là, il y a un moins qui s'est glissé, mais bien sûr, il ne fait pas partie de l'expression. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Donc après, on pourrait, par exemple, compléter en disant ce qui correspond à l'égalité demandée. Très bien, on arrive à la fin, on est à la question 2b, on a bientôt fini. La question 2b du coup, alors lisons-la. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a cette double inégalité. Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est un des rares exercices que j'ai jamais vu du baccalauréat dans lequel il n'y a pas une preuve par récurrence, mais bien 2 preuves par récurrence. Alors, évidemment, c'est une récurrence, c'est marqué dans l'exercice, donc c'est aussi pour vous aider à bien la faire. Mais on va la faire, évidemment, avec attention. Initialisation. Alors, la propriété, je vous la rappelle, c'était que la propriété, c'était donc Pn, 1 inférieur ou égal à, excusez-moi, 0 inférieur ou égal à 1 moins Vn inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n. Donc ça, c'est la propriété que je me propose de montrer. L'initialisation, ça va être donc, on vérifie P de 0. Je vous rappelle qu'on veut le montrer pour tout nombre entier naturel. Donc on vérifie P de 0, c'est-à-dire P de 0, 2 points. 0 est inférieur ou égal à 1 moins V0 qui est inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance 0, bien entendu. Ceci correspond à dire 0 inférieur ou égal à 1 moins 0,1, parce que ça c'est la valeur de V0, inférieur ou égal à 1. Ceci correspond encore à dire, donc ici on pourrait mettre bien sûr des si et seulement si, si et seulement si. Et là on termine par, alors 1 moins 0,1 ça fait 0,9 bien sûr. 1 c'est 1. Or si on lit juste cette ligne, c'est très facile de se convaincre que c'est vrai. Donc, la suite est initialisée. Super. Deuxième étape, évidemment on la connaît, il s'agit bien de l'hérédité. Hérédité. Alors, pour l'hérédité, comme d'habitude, on suppose par hypothèse de récurrence d'avoir montré la propriété au rang n, on se propose de montrer que P de n plus 1 est également vrai. Alors, même si ce n'est pas nécessaire, écrivons-le. Notre but, notre objectif, c'est de démontrer la propriété P au rang n plus 1, c'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à 1 moins Vn plus 1, qui est inférieur ou égal à 1 demi, le tout à la puissance n plus 1. Alors ici, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est le fait que là, il y a 1 moins Vn plus 1 au milieu de l'inégalité, et que nous, ce qu'on a montré juste avant, c'est justement une égalité qui concerne cette écriture. 1 moins Vn plus 1 est égal à 1 moins Vn fois 2 divisé par 4 plus Vn. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement de commencer par réécrire l'hypothèse de récurrence. Donc là, on sait que eh bien, 0 est inférieur ou égal à 1 moins Vn qui est inférieur ou égal à 1 demi, le tout à la puissance n. Vous voyez, tout va bien. Or,
maintenant que nous avons cette expression, nous pouvons bien sûr utiliser la fin de la question précédente. Je vous rappelle que dans la question précédente, nous avions découvert que quand on fait 1 moins Vn, le tout multiplié par 2 divisé par 4 plus Vn, eh bien, ceci va nous donner précisément, toujours ici au milieu, 1 moins Vn plus 1, c'est-à-dire ce que nous souhaitons obtenir. Vous voyez ici, je me suis fait juste un petit schéma par rapport aux membres du milieu de cette double inégalité. Vous voyez, ça c'est comment je veux transformer le membre du milieu des inégalités. Mais du coup, comment je vais faire pour y arriver? Alors, il va falloir clairement multiplier la totalité de cette inégalité fois la quantité 2 divisé par 4 plus Vn, cette quantité-là. Alors cette quantité-là, effectivement, si je multiplie fois cette quantité-là, ça va donner 0 fois 2 divisé par 4 plus Vn, inférieur ou égal à ça, donc c'est ce que je souhaite obtenir, inférieur ou égal à 1 demi, le tout à la puissance n. Mais pour pouvoir faire cette multiplication sans crainte, sans risque, il va falloir quand même que je fasse une petite vérification. Alors déjà, je vais terminer d'effectuer cette multiplication, je vais vous écrire ce que l'on va obtenir, ensuite je vais vous justifier que nous pouvons bien la faire. Alors déjà, j'écris ici, ici seulement ci et seulement ci. Et là, donc ce dernier passage, ça va être du coup 0, parce que je vous rappelle que 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n fois 2 divisé par 4 plus Vn. Alors, je vous fais remarquer que ça, c'est pas la fin des inégalités, parce qu'on n'a pas encore obtenu. Je vous rappelle que notre but, on l'avait écrit juste ici. On n'a pas encore obtenu en particulier ce 1 demi, le tout à la puissance n plus 1. Mais vous allez voir, ce n'est pas bien grave, parce qu'on va quand même se débrouiller pour l'obtenir très vite. Mais alors, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir d'abord effectuer cette fameuse multiplication fois ce terme-là, donc ce facteur plutôt, que j'ai écrit ici. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois m'assurer que ce facteur, il soit bien défini et qu'il soit positif en particulier. Mais je peux faire les deux d'un seul coup. Et pourquoi je dis que je veux que ce soit aussi positif? Parce que s'il était négatif, je devrais changer le sens de l'inégalité. Mais heureusement, je vais sortir une petite idée intéressante de l'hypothèse de récurrence en particulier. Regardez un peu, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde attentivement, je peux remarquer que, en effet, lisez juste l'inégalité, mais juste cette partie-là. Vous voyez, je coupe la partie 0 supérieur ou égal. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait 1 moins Vn est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Et là, je vais juste faire une petite équivalence et je vais écrire que 1 est inférieur ou égal à Vn, que je passe donc à droite, ça devient positif, plus 1 demi le tout à la puissance n. Et cette fois-ci, je vais porter le 1 demi puissance n de l'autre côté, ça fait 1 moins 1 demi le tout à la puissance n, inférieur ou égal à Vn. Mais maintenant, que vaut ça? Que vaut 1 moins 1 demi le tout à la puissance n? Pensez-y un instant, la suite 1 demi à la puissance n, on la connaît plutôt bien, c'est 1, 0,5, 0,25, 0,125, etc. etc. C'est une suite décroissante qui tend vers 0. Donc si je fais 1 moins ça, cette quantité elle est toujours supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que là, je peux carrément écrire que ceci implique que Vn est inférieur ou égal à 1 moins 1 demi le tout à la puissance n, qui est supérieur ou égal à 0. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, en particulier, je peux lire ici que 0 est inférieur ou égal à Vn. Autrement dit, Vn est positif. Vn est positif. Et si Vn est positif, ça veut dire en particulier que quand je multiplie fois 4 plus Vn, 2 c'est positif, 4 c'est positif, Vn aussi c'est positif parce que maintenant je le sais. Donc déjà le dénominateur ne peut pas s'annuler parce que 4 plus positif ça ne peut jamais être égal à 0. Et en plus toute la fraction elle est
positive. Donc c'est super parce que c'est exactement ce que je souhaitais obtenir. Donc grâce à cette remarque, on peut parfaitement effectuer les étapes que j'ai ainsi écrites. De plus, cette petite remarque, attendez, je vais quand même rédiger, ce qui justifie le produit par 2 divisé par 4 plus Vn, qui est du coup strictement positif, parce que le numérateur il est positif. Mais en plus, il y a autre chose que je gagne avec ce procédé, et ben c'est que maintenant ici, vous voyez, dans cette partie-là, moi j'aimerais bien écrire cela. Regardez, moi j'aimerais bien écrire que ceci est équivalent à dire 0 inférieur ou égal à 1 moins Vn plus 1 inférieur ou égal à 1 demi puissance n fois donc 2 divisé par 4 plus Vn. Et là, j'aimerais bien écrire inférieur ou égal à 1 demi puissance n fois 1 demi. Ce qui me donnerait bien ici, dans ce dernier terme, 1 demi puissance n plus 1. Parce que je multiplie fois 1 demi une fois de plus. Et ça marche. Ça marche parce que effectivement, 2 divisé par 4 plus Vn est inférieur ou égal à 2 sur 4. Pensez-y. En effet, ce dénominateur, regardez, les deux dénominateurs sont les mêmes, mais le dénominateur qui se trouve à gauche dans cette inégalité, c'est 2 divisé par 4 plus une quantité positive, parce qu'on vient de le dire avec l'inégalité qui est encore juste à côté, juste là, à droite. Et si la quantité, elle est toujours positive, ça veut dire que le dénominateur qui se trouve à gauche, ce sera un dénominateur qui est toujours plus grand. Donc c'est une division effectuée par quelque chose de plus grand par rapport à celui qui est à droite, qui donc donne une fraction qui est supérieure. Mais 2 quarts, évidemment, ça vaut 1 demi. Donc je peux effectivement écrire cette ligne et conclure avec une ligne d'implication et dire que ceci implique que 0 est inférieur ou égal à 1 moins Vn plus 1 inférieur ou égal à 1 demi, le tout à la puissance n plus 1. Ce qui est magnifique parce que c'est exactement ce que je voulais obtenir. Alors ce n'est pas la seule façon d'effectuer ce raisonnement. Et oui, malheureusement, c'est un peu technique avec les signes des facteurs, mais il faut aussi apprendre à savoir gérer ce type de problématique. Et donc on arrive à la conclusion que je vais donc ne pas écrire. Vous voyez là-bas, j'ai juste marqué conclusion. Alors c'est exactement la même phrase que d'habitude, il n'y a pas de nouveauté. Voilà. On a vraiment bientôt terminé, il ne reste plus qu'une question. Et cette question, c'était donc, la suite Vn converge-t-elle? Si oui, précisez sa limite. Eh bien, maintenant, grâce à cette propriété, grâce à la question précédente, donc grâce, ça c'est la question de C, là je vais écrire grâce à la question précédente, qu'avons-nous trouvé? On sait que 0 est inférieur ou égal à 1 moins Vn plus 1, qui est inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n. Ça, c'est vrai pour tout n appartenant à n. Et qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, là, j'ai 0. Et là, j'ai une suite telle que la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 1 demi le tout à la puissance n, c'est égal à 0, parce que c'est une suite géométrique avec raison inférieure à 1, et en particulier, elle est comprise entre moins 1 et 1, donc je sais que sa limite est 0. Mais 0 est également la limite de la suite constante 0. Oui, bien sûr, c'est une constante. Mais alors, je peux appliquer le célèbre, le théorème des gendarmes, et dire que, donc ça c'était vrai bien sûr pour tout n appartenant à n, donc grâce au théorème des gendarmes, ou le théorème de l'encadrement si vous préférez, on peut affirmer
que la limite de 1 moins Vn pour n qui tend vers plus l'infini doit être égale à 0, qui est donc la valeur commune, la valeur de la limite des deux gendarmes. Vous la voyez bien sûr juste ici, et donc elle doit être également la limite de la suite. Et pour conclure, du coup, quelle est alors la limite de Vn? Eh bien, grâce à ce que nous venons d'écrire, nous avons la possibilité de réécrire cette égalité de la manière suivante. On en déduit que... Parce que oui, bien sûr, ici vous avez 1 moins Vn, mais du coup vous pouvez séparer cette limite et dire que la limite de 1 moins Vn est égale bien sûr à la limite de 1 moins la limite de Vn, les deux bien sûr pour n qui tend vers plus infini, pour n qui tend vers plus l'infini, et ça on sait que c'est 0. Mais alors, si et seulement si, je vais porter la limite de Vn à droite, et donc je vais obtenir que la limite de Vn pour n qui tend vers plus infini est égale à la limite pour n qui tend vers plus infini de 1, mais ça, bien sûr, c'est 1, ce qui confirme notre conjecture. Ça, c'était la conjecture, bien sûr, qu'on avait mis à la question 1 de cette partie de l'exercice. Donc, effectivement, on a trouvé la limite de la suite Vn. Voilà, donc ça, c'est la fin de cet exercice. Alors, effectivement, c'est un exercice assez important. Il y a beaucoup de calculs. Il y a 2 récurrences, c'est quand même remarquable. Mais c'est un exercice qui nous permet de mettre vraiment en lumière plusieurs procédés en général, fin de chapitre, parce qu'il s'agit quand même de certaines techniques assez approfondies qu'il faut quand même maîtriser. Et j'espère que cela a été très intéressant pour vous aussi. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours faire référence au bac 2019, filière S, Métropole La Réunion de septembre. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.